Salut à tous, le débriefing F1 c'est sur motorstv.com et vous le savez c'est tous les lundis que l'on discute de l'actualité de la Formule 1 en compagnie de Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, salut à tous. Avec aujourd'hui un retour sur le Grand Prix d'Allemagne et je vous rappelle donc la belle victoire de Mark Webber devant Sebastian Vettel, Felipe Massa monte sur le podium, les deux Braun GP seulement 5e et 6e, Button et Barrichello et Fernando Alonso et Heikki Kovalainen sont également dans les points, bravo à eux. En tout cas je vous rappelle que pour poser vos questions, c'est sur le forum de motorstv.com à la rubrique Monoplace ou bien vos questions par vidéo, vous vous inscrivez sur le groupe YouTube le débriefing F1. Alors pas mal de questions aujourd'hui Jean-Luc, c'est vrai que l'actualité a été assez chargée durant ce week-end de Nürburgring. C'était un beau Grand Prix. On va commencer si tu veux bien avec le résultat on va dire purement sportif, mais il est important, la victoire de Webber. C'est une victoire, j'ai l'impression, qui fait plaisir à tout le monde. Qu'en penses-tu? Oui, LFB, je crois qu'effectivement, la victoire de Mark Webber fait plaisir à tout le monde. D'abord parce que c'est un type sympa. Moi, je le connais pas très bien personnellement, mais il dégage une image, en tout cas, de courage déjà, parce qu'il faut rappeler qu'il a eu cet accident donc cet hiver. Il a été beaucoup plus gravement blessé qu'on ne l'a cru dans un premier temps. Il a été réopéré encore il y a peu de temps pour lui retirer une broche, etc. Donc c'est un type sympa. C'est un type qui a un comportement en course qui est impeccable, dont on connaît le talent depuis plusieurs saisons. Et puis alors, ces cris, moi, ça me donne la chair de poule. Oui. C'est écrit, on se regardait avec Patrick Tambay. Je te jure, on en avait presque les larmes aux yeux parce que on sent que c'est un aboutissement, quoi. C'est vraiment une victoire en Grand Prix. Et bon, j'ai évidemment relancé Patrick tout de suite là-dessus derrière. Une première victoire en Grand Prix, comme on dit, ça ne se remplace pas. Il y en a qu'une. Et là, on sentait que ça venait du tréfonds, vraiment. C'est l'animal heureux. Il y avait rien d'autre à dire. Il y avait juste à écouter ça et se dire, putain, c'est beau la vie quand même de temps en temps. Et c'est beau le sport automobile. Et c'est beau la Formule 1. Et je crois que on a vu également des scènes juste après, au moment où les pilotes se pèsent, etc., avant d'aller en conf, où vraiment ils venaient d'embrasser. Enfin, les pilotes Brown Grand Prix sont venus. Vraiment, c'était du fond du cœur. Donc c'est vraiment, je crois, une victoire qui fait plaisir à l'ensemble du monde de la Formule 1 en cette période, on va dire, perturbée. Le sport, c'est ça. Voilà. Bon, écoute, c'est cela même. Alors Mario64, malgré tout, va déjà au-delà de cette victoire. Il constate que Webber au championnat du monde n'est qu'un point et demi derrière Vettel. Et donc, joue-t-il le titre? Webber a-t-il l'étoffe d'un champion du monde? Et pourquoi pas, ma foi, évidemment, on le disait depuis le début, c'est vrai que il a affaire, Mark Webber, et c'est toujours le plus dangereux adversaire, à son équipier, qui est un type exceptionnel, Sebastian Vettel. On sait qu'il est de la graine des champions du monde, depuis le temps qu'on le dit, on le répète, il est toujours de la graine des champions du monde. Mais Mark Webber n'est pas loin derrière, il est peut-être à son niveau maintenant, il n'avait pas eu la chance, on le sait, à Silverstone, il a été handicapé en qualification, malheureusement, il a été gêné dans le tour de qualif, donc il n'était pas dans le coup, donc il terminait à sa place, mais il avait le potentiel pour remporter un premier Grand Prix. Maintenant c'est fait, maintenant il est dans la peau d'un vainqueur de Grand Prix, il est donc 3e au championnat du monde, puisque Barrichello a laissé sa place évidemment, il est à 1,5 point, c'est rien du tout de Vettel, même s'il a un palmarès qui est beaucoup moins évocateur et beaucoup moins prestigieux. Moi je pense qu'à partir d'aujourd'hui on peut considérer que oui, Mark Webber est un prétendant au titre de champion du monde. Ok, c'est noté. La Hans 888, la pénalité infligée à Weber était-elle excessive? Et alors, oui, on peut... On allait en parler, c'est sûr. Bon, on va en parler, bien sûr. Excessif, je ne pense pas. Alors soyons clairs là aussi, et c'est pareil, tu sais que c'est mon cheval de bataille. On a vu dans le passé un multiple champion du monde de Formule 1 habillé en rouge se livrer à tout un tas d'attaques, mais alors suicidaires, notamment au moment du départ, à tel point qu'il a fallu légiférer, puisqu'il n'hésitait pas à changer au moins 2, sinon 3 fois de trajectoire. Aujourd'hui, c'est interdit. On a droit à un changement de trajectoire. C'est ce qu'a fait Webber au moment du départ. Il était positionné comme ceci, donc il est parti sur le côté droit pour naturellement tasser Barrichello le long du mur. Bon, de manière, certes, déterminée, on va dire. Oui. Après, ce qu'on lui reproche, c'est quoi? C'est qu'au moment où les deux monoplaces se rapprochaient, faut savoir ce que c'est qu'un pilote dans un baquet de Formule 1. Il ne voit rien, surtout maintenant. Donc il savait qu'il était à droite, et à un moment, il a dû l'apercevoir, et le premier réflexe a été de le tasser. Bon, ils se sont touchés, ça pouvait être très dangereux, parce que ils sont déjà largement plus de 200, 230 ou 240 km/h, et c'est vrai que le problème des monoplaces, c'est quand les roues s'engrainent, comme on dit, et il pouvait y avoir un problème si jamais l'un des deux, ce sont deux professionnels, manifestement, on va dire que la défense de la position de Webber était trop agressive, et surtout ces petits coups de volant à la Schumacher, j'ose dire, qu'on reproche à Webber. Webber, encore une fois, est un type sympa, ça n'hypothèque rien, là il a commis une erreur, il a été sanctionné, c'est normal. Voilà, mais ça l'a donc pas empêché de gagner. Alors, autre incident de course dont on a pas mal parlé, c'est BFR et MiG37 qui te posent la question, Jean-Luc, qui est en faute dans l'accrochage Raikkonen-Sutil cette fois-ci.
Alors là aussi, la réglementation est assez claire. Quand on quitte la voie des stands, c'est toujours le pilote qui se trouve, lui, sur la piste, qui a la priorité. Donc il est parfaitement clair que dans le cas qui nous intéresse, même si Sutil est resté bien à droite, là aussi, quand on revoit les trajectoires, eh bien, naturellement, il a une tendance à remonter en puissance. Alors, a-t-il mal estimé l'endroit exactement où se trouvait la Ferrari à l'extérieur de ce virage très serré à droite? Très probablement. Là aussi, les pilotes ne sont pas des surhommes malgré tout. Ils ont les rétroviseurs et leur champ de vision. Et là, il était juste dans le cercle mort, je dirais, l'angle mort. Alors, Raikkonen arrivait beaucoup plus vite avec des pneus chauds, donc il l'a pris à l'extérieur. C'est de la faute de Sutil, manifestement, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que Raikkonen était dans son rôle. Maintenant, Sutil n'a pas été volontairement au contact, même si, naturellement, le jeune pilote allemand, devant son public, était totalement survolté, et qu'à mon avis, il n'y a qu'une chose qui... on aurait pu lui reprocher quelque chose un peu après, s'il avait vu, et s'il avait volontairement bouchonné Raikkonen. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est ce qu'on appelle un incident de course, mais la responsabilité en incombe plus à Sutil parce qu'il sortait des stands qu'à Raikkonen qui était sur sa ligne. Voilà mon avis. Tu as raison de le préciser. Et pour conclure, on va dire, sur ce thème des pénalités et des sanctions qui sont tombées, même si là, il n'y en a pas eu dans le cas de Raikkonen-Sutil, Brumos te demande, est-ce qu'il ne faut pas la présence d'anciens pilotes pour juger de ces actions en course? Parce qu'on sent bien quand même que la majorité de nos internautes reprochent ces pénalités, reprochent ce formalisme, tu vois, ce petit côté inquisition et ces pénalités qui tombent. Voilà, ça c'est vrai que c'est l'esprit un peu sportif qui semble-t-il est un peu bafoué selon nos internautes. Je dis bien, même si tu as expliqué que selon toi, Webber était peut-être quand même avec une responsabilité. Alors, faut-il des anciens pilotes pour composer en quelque sorte la direction de course? Immanquablement, ce serait un apport intéressant. Alors, quels anciens pilotes? Là aussi, il faudrait les choisir avec soin. Ne pas mettre que des anciens pilotes, parce qu'il y a un aspect, malgré tout, réglementation, législation, auquel les pilotes ne sont pas confrontés, j'allais dire, de l'autre côté, naturellement, du miroir. Eux, ils subissent les règlements. Là, il faut quand même une évolution, j'allais dire, intellectuelle, presque législative du pilote. Donc, avec un choix judicieux, oui, qu'un pilote figure éventuellement dans la direction de course et au niveau du collège des commissaires et puisse donner un avis, pourquoi pas? Mais moi je dirais presque un avis consultatif, un avis éclairé, à condition de bien choisir ce pilote. Je pense évidemment à quelqu'un, mais il est déjà occupé ailleurs, avec nos amis de la BBC, un David Coulthard par exemple, qui lui descend du baquet, est un type qui a la tête bien faite, qui ne s'est jamais rendu coupable d'agression, même si dans sa carrière il a dû avoir des frictions ici ou là. Parce que le problème derrière tout ça, sous-jacent, voulons-nous des courses aseptisées ou bien voulons-nous des pilotes qui bataillent, des pilotes qui défendent farouchement leur position et d'autres qui essaient de les dépasser? Bon sang, c'est ça la course automobile. Alors, faut pas franchir certaines limites, pas au-delà du danger. Donc oui à l'apport d'un pilote choisi avec discernement, peut-être avis consultatif, moi je dirais pas forcément pour participer aux décisions. D'accord. Allez, on va en venir au volet franco-français de ce Grand Prix d'Allemagne, avec deux Sébastien qui sont concernés, Bourdais et Loeb. Alors, beaucoup de nos internautes s'émeuvent en quelque sorte de la situation de Sébastien Bourdais. Il n'y a pas vraiment de questions précises, mais allez, on va dire que c'est Patrice Boccara peut-être qui la symbolise le mieux. Que penses-tu de l'attitude de Sébastien tout au long du week-end? Que faut-il penser également de ce que nous, on peut penser de Sébastien Bourdais, défendu dans un premier temps, et là, qui a semblé être attaqué? Et puis, évidemment, il y a ce fameux coup de cœur entendu sur toutes les ondes, à la télévision, à la radio, RMC, tu l'avais aussi, où Sébastien, effectivement, est un peu sorti de ses gonds. Bon, as-tu un avis sur cette situation? Alors déjà, moi je répète une nouvelle fois, on l'a dit sur cette émission des briefings, déjà je suis très peiné pour Sébastien, que nous adorons tous les deux, qu'on connaît personnellement. Moi je le connais, écoute, on va pas refaire les comptes, je crois que le premier sujet, sur lui il était encore au lycée, il devait avoir 16 ans. Ouais, donc ça. Voilà, donc ça fait une petite quinzaine d'années, 14 ans. Donc c'est un type que j'aime beaucoup, que tu aimes aussi beaucoup, qu'on aime tous ici à Motors TV. Donc on est très peiné par cette situation. Maintenant, objectivement, et on l'a dit, dans certains cas, il n'a pas répondu à nos attentes. Il n'a pas été aussi performant qu'il aurait dû, il le sait très bien. Il est très franc, il est très honnête, Sébastien. Donc lui-même a dû se décevoir pour des raisons que lui seul connaît, de rendement de la monoplace, de réglage, d'exploitation, de machin, de ce qu'on veut. Le résultat n'est pas là. Le résultat sportif n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Certes, la saison dernière, en 2008, il avait un Sébastien Vettel dont on connaît tout le talent à ses côtés. Rien à dire, mais on va pas me dire là, maintenant, aujourd'hui, que Buemi, c'est un nouveau Vettel, on n'en sort plus. Il y a un moment, et donc, ce qu'on lui demandait depuis le début de la saison, c'est d'être devant Buemi. Ça n'est pas le cas. Il est même plutôt derrière, malheureusement, sur certains, en qualification et même en course. Donc là, c'est un vrai problème. Donc on peut parfaitement comprendre
que du côté de Toro Rosso, avec tous les intérêts en jeu, avec Red Bull, il faut le dire, l'énorme maison Red Bull derrière, on met une pression, y compris à Franz Tost. Et puis, il faut parler d'Helmut Marko, dont on parle peu, qui manage énormément les pilotes. Alors, qui n'est pas un grand humaniste, je vais la faire simple. Qui n'est pas forcément du côté de Sébastien d'ailleurs. Qui n'est pas du côté de Sébastien et qui n'est pas évidemment sympathique et qui n'est pas évidemment bien disposé. Donc c'est lui qui tire les ficelles derrière. Donc Sébastien, malheureusement, à la minute où nous parlons, ça n'est pas officiel, va perdre son baquet, que ce soit maintenant ou dans une course. Il y a des problèmes contractuels, naturellement. On est en train de discuter entre avocats et entre hommes de loi et représentants. Nicolas Tade est en train de préserver les intérêts, y compris financiers, et c'est son rôle, de Sébastien Bourdet. Est-ce que Sébastien ne va pas terminer la saison? La réponse, évidemment, est oui. Il ne terminera pas la saison. Par qui sera-t-il remplacé? Alors si c'est par Jaime Alguersuari, que tu connais évidemment. Oui, on l'a commenté toute la saison dernière sur Motors TV, dans le cadre du championnat F3 britannique que nous avons. Et ben voilà. Donc, alors il me paraît totalement tendre, avec un Buemi débutant en Formule 1, à mon avis incapable de régler une voiture comme il faut, et un Jaime Alguersuari qui a jamais posé ses fesses dans une Formule 1, c'est n'importe quoi. On fait de la com. Alors on va peut-être en venir à la suite, on fait de la communication. Alors je sais bien, quand on s'appelle Red Bull, qu'on est une marque mondiale et qu'on essaie de communiquer dans tous les sens, eh bien on peut jouer un petit peu avec ça. C'est dommage que ce soit au détriment de Sébastien. Il y a quand même un aspect humain. Moi ça me gêne beaucoup qu'on déstabilise un pilote comme ça en faisant courir des bruits, parce que c'est eux qui tirent les ficelles. C'est du marketing et de la com. C'est plus de la course automobile. Alors oui, le terme marketing com a été employé sur le forum, notamment par Toff Rally 29. Que pensez-vous de l'affaire Loeb? Là j'en viens au deuxième volet. Effectivement, on se serait parlé la semaine dernière, je pense pas qu'on aurait évoqué le fait que Sébastien Loeb rentre dans ce débat. Et pourtant, donc samedi matin, on a appris que Sébastien Loeb était dispo pour remplacer Sébastien Bourdet. Ça a fait un petit peu jaser, si j'ose dire, quand même, cette déclaration de Sébastien Loeb, qui est un petit peu revenu en arrière. Qu'en penses-tu? Que faut-il en penser de ce positionnement de Sébastien Loeb? Alors bon, déjà il y a eu une exploitation médiatique, on vient de le dire, de la situation. Et évidemment, remplacer un pilote Red Bull d'une manière générale par un autre pilote Red Bull, 5 fois champion du monde de rallye, le plus beau palmarès du monde du rallye, c'est tentant quand on imagine bien qu'effectivement l'annonceur est le même. Alors on a eu également Olivier Quesnel dans le cadre de Motors, et tu le sais bien, qui a donc remis les compteurs à zéro, qui a dit attendez, on se calme. Sébastien, il a un contrat jusqu'au terme de cette saison 2009, il a 2 missions à signer: décrocher le titre de champion du monde pilote et décrocher le titre de champion du monde constructeur. Ça, c'est les 2 missions jusqu'au dernier Grand Prix de la saison. Premièrement, hors de question qu'il fasse autre chose, ou alors éventuellement des essais de 908 HDI, parce que moi, autre casquette, patron de Peugeot Sport, je décide de faire rouler Sébastien dans une 908 HDI. Ça, c'est clair. Alors après qu'il fasse mumuse, pardonne-moi l'expression, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, il va être un show. Voilà, c'est ça. Ça va être un grand show. Alors, Grand Prix. Peut-être. D'ailleurs, Olivier Quesnel n'a pas dit le contraire. Il a dit, moi, hors du contrat, pourquoi pas? Alors maintenant, la saison sera finie en rallye, effectivement. On est dans le cadre d'une reconduction de contrat de Sébastien Loeb et Daniel Elena. J'oublie pas, enfin là, il sera pas avec Seb dans la Formule 1 ou dans la HDI pour 2010. Donc le contrat, il est rédigé, il est assigné pour Sébastien. La balle est dans le camp de Sébastien. D'après Olivier Quesnel, il y a de fortes probabilités pour que Sébastien le signe, Loeb. Donc ça voudrait dire qu'il ne ferait pas, évidemment, une saison de Formule 1, même si ça le démange, même si s'amusait, entre guillemets, avec des monoplaces de ce niveau. Et il est tout à fait honorable. C'est une chose de faire de bons essais, c'en est une autre, même s'il a été en simulateur, je sais bien, etc. C'en est une autre de prendre le départ d'une course, de faire évoluer un châssis. Et d'autant que, je vais répondre aussi crûment, est-ce que quand tu es champion du monde des rallyes 5 fois, peut-être 6, on croise les doigts, tu vas t'asseoir dans une monoplace qui est derrière, sur la grille? Non, moi j'y crois pas. Alors sauf si tu te dis, j'aurais fait un Grand Prix de Formule 1. Alors, non, mais la Formule 1, c'est alors, magique. moi je mets Abu Dhabi de côté, comme nous l'avons tous dit. Abu Dhabi, ça peut être un show. D'ailleurs, c'est conçu comme ça. Alors, un show avec, pourquoi pas, Loeb, et puis je vais te faire une liste, si tu veux, d'anciens champions qui pourraient, le retour d'Alain Prost, de Niki Lauda, et de... allons-y. Non, mais pourquoi pas, de Mario Andretti. En jeu, pourquoi pas. Mais oui, non, mais là, on est aux limites du show. Et alors, c'est vrai qu'il y aurait on a vu déjà le déferlement médiatique, même de confrères tout à fait honorables et tout à fait respectables, se laisser, on va dire, entraîner, je ne veux surtout pas les critiquer, mais à annoncer des choses de manière prématurée. Voilà, la vraie situation, c'est celle-là. Soyons clairs, soyons crus, c'est de la com, c'est du marketing, ça fonctionne remarquablement. Chez Red Bull, on est très très fort sur ce chapitre-là. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Il y en aurait des choses à dire sur ce Grand Prix. Vous le savez, on est toujours là, on va revenir toutes les semaines, parce que désormais le débriefing F1 c'est toutes les semaines, il y aura encore d'actu, mais c'est vrai que j'aurais pu te poser une question sur Barrichello et son coup de gueule à l'arrivée. C'est vrai que ça envoie quand même dans Brown GP. Ah là, il a dégoupillé, on peut le dire, là vraiment il a considéré qu'il avait été battu par son équipe et qu'en tout cas, on l'avait aussi laissé entendre avec Patrick. Moi j'ai commencé à dire, tu crois qu'ils vont rester dans cette position-là? Tu crois que chez Brown,
N'oublions pas que c'était Brown, le grand stratège de Ferrari à la grande époque Schumacher. Donc remettre l'ordre, et en plus, dans la mesure où il y a une remontée des Red Bull, et ben remettre Button devant Barrichello, c'est l'enfance de l'art. Bon allez, on va dire qu'on en parlera certainement la semaine prochaine. On pourra peut-être revenir aussi sur McLaren, qui est monté d'un cran, même si ça s'est peut-être pas aussi bien passé qu'il l'espérait. Sur Ferrari, qui malgré tout met un pilote sur le podium. Sur Nico Rosberg, qui décroche une magnifique quatrième place. Mais il y aura des choses à dire, et donc voilà, vous le savez, on se retrouve maintenant hebdomadairement sur motorstv.com dans le cadre de ce débriefing F1. Bonne semaine à toi Jean-Luc. Merci et donc, à la semaine prochaine. Bonne semaine aussi.